Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence initiée par la Fondation Attijari Wafa Bank, une conférence qui aura pour thème aujourd'hui la société marocaine face au Covid-19, premiers impacts et premiers enseignements. Nous reviendrons dans cette conférence et en compagnie de nos invités que je vous présenterai dans un instant sur l'ensemble des mesures préventives prises par les autorités marocaines il y a maintenant un mois et notamment d'abord les mesures sanitaires pour bien mesurer à la fois leurs enjeux et leurs impacts. Mais nous évoquerons aussi le domaine social avec l'élan de solidarité qui s'est manifesté à travers tout le royaume, avec notamment des initiatives citoyennes pour permettre à tous, et notamment aux plus démunis, de traverser le plus sereinement possible cette période inhabituelle. Pour nous accompagner aujourd'hui dans cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord le docteur Jafar Heikel. Bonjour, vous êtes épidémiologiste et infectiologue à Casablanca. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Également en ligne avec nous le docteur Halal Amraoui. Vous êtes médecin, chirurgien. Vous avez été également directeur de santé régionale dans la région de Fès-Boulmen. Merci d'être avec nous aussi aujourd'hui. Et enfin, Ahmed Rayet, acteur associatif et culturel. Vous êtes président de l'association Marocain Pluriel. Merci de vous joindre à cette discussion également. Merci à vous. Bonjour. Alors, pour démarrer, à l'heure où nous enregistrons cette conférence, nous sommes le jeudi 16 avril, est-ce qu'on pourrait faire d'abord un point sur l'état de la situation sanitaire au Maroc pour qu'on puisse aussi comprendre l'évolution de ces chiffres? Docteur Jafar Heikel, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, nous sommes à une phase épidémiologique au Maroc où nous devons encore être plus prudents qu'avant. Nous sommes en termes de phase, on avait des cas importés, puis ensuite ce qu'on appelle des cas locaux, des cas communautaires, des clusters, des groupements. Et nous sommes arrivés à une phase très récemment de ce qu'on appelle les cas intra-foyers ou intra-familiaux, avec une situation qui est encore en pleine croissance. Nous n'avons toujours pas atteint le pic épidémique, malgré et à juste titre les excellentes décisions qu'a pris le gouvernement marocain. On y reviendra, donc je suppose. Nous sommes aujourd'hui à 2251 cas, avec deux chiffres qui doivent retenir notre attention. Le premier, c'est l'évolution plus accélérée au cours de la dernière semaine, plus d'une centaine de cas tous les jours, hein. Vous l'avez constaté, et parmi les cas dépistés, il faut bien comprendre que nous ne dépistons pas de façon très importante. On a à peu près 11 500 dépistages qui sont faits, sur lesquels à peu près 20% se sont trouvés positifs. Et deuxième chiffre qu'il faut bien retenir, c'est la létalité qui est aux alentours de 5,7% dans le contexte marocain. Donc, la situation épidémiologique, elle n'est pas dramatique en termes de nombre, mais elle nécessite beaucoup de prudence, simplement parce que nous avons évolué vers des phases qui, aujourd'hui, montrent que notre taux de reproduction, c'est-à-dire la capacité de produire de nouveaux cas dans notre population à partir d'un cas, reste quand même préoccupante, et que les mesures barrières ou les mesures de confinement probablement commencent à donner donc leurs fruits, mais nous sommes toujours en pleine croissance donc de l'épidémie, avec malheureusement de plus en plus de petits foyers, hein. C'est comme, si je peux ainsi m'exprimer, je le mets vraiment entre guillemets, des petits feux de forêt, hein, au lieu d'avoir, quand on a un incendie dans une forêt, où tous on peut se mobiliser. Quand on a des petits foyers, c'est plus compliqué, et c'est pour ça que encore plus que jamais, la population marocaine doit aider l'État, doit aider les professionnels de santé, parce qu'on est en pleine croissance épidémique aujourd'hui, au moment où je vous parle. Merci, Dr Heikel, pour ces chiffres. On va y revenir plus précisément à chacun, et notamment sur la question du dépistage. Dr Halal Amraoui, votre regard sur la situation actuelle, est-ce que vous partagez ce que vient de nous expliquer le Dr Heikel, à savoir qu'on n'a pas encore atteint le pic de la pandémie, en dépit de chiffres qui se veulent plutôt rassurants? Tout à fait. Aujourd'hui, grâce à cette batterie de mesures prises au Maroc, la situation est aujourd'hui à peu près maîtrisée, et il faut le dire. Mais cette situation, elle est surtout due à un certain nombre de mesures qui ont été prises au Maroc sous haute instruction royale, des mesures qui étaient très courageuses, parce qu'il faut le dire, avec un
très lourd impact socio-économique. Et si on fait une petite comparaison, on voit bien qu'un certain nombre de chefs d'État ont hésité, ont tergiversé à prendre des mesures pareilles. Ces mesures ont été très précoces aussi parce qu'on les a prises une semaine, 2 semaines avant d'autres pays où l'épidémie avait déjà démarré. Et c'est pour cela aussi, si on fait un petit parallélisme, je rappelle juste que par exemple au Maroc, on a le huis clos dont notre championnat a été décrété, alors même que les matchs se jouaient avec 40 000, 50 000 spectateurs en Espagne, en France, en Italie, partout en Europe, et surtout un match de Champions League européenne qui était une bombe épidémique. Donc, grâce à toutes ces mesures sur lesquelles on peut revenir, la situation paraît être encore aujourd'hui maîtrisée. Ça nous a donné le temps de mieux nous préparer, de mieux nous prévenir, de mieux nous armer pour pouvoir affronter d'éventuelles, bien sûr, vagues qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et donc, c'est pour cela qu'on doit encore doubler donc, de vigilance et rester concentré donc, et respecter les mesures déjà prises. Alors, juste pour qu'on comprenne, le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, Dr Heikel, le chiffre de la létalité, c'est-à-dire le pourcentage de morts par rapport aux malades, qui reste, je crois, assez élevé au Maroc par rapport à d'autres pays. Comment on l'explique? Oui, tout à fait. D'abord, il faut que vous sachiez, il y a encore il y a 4 jours, notre létalité, il faut bien différencier la létalité et la mortalité. La létalité, c'est le nombre de décès par rapport aux cas existants dépistés. Il était à 7,2%. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à 5,7%. Alors, évidemment, si vous voyez, là, vous comparez la létalité par rapport à la Corée, qui a moins de 1%, ou à l'Allemagne, mais si vous comparez, par exemple, par rapport à l'Italie ou à l'Espagne, on a un niveau de létalité qui est inférieure. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que la létalité, elle est due à plusieurs paramètres. Ce n'est pas une question de compétence ou d'incompétence des professionnels de santé, c'est tout un système. C'est l'organisation du système de santé, c'est le délai d'arrivée des patients, c'est la gravité des patients au moment du diagnostic et c'est la capacité du système avec l'infrastructure et les moyens qu'il a. Donc, c'est beaucoup de paramètres qui expliquent la létalité et c'est aussi également la capacité de dépister plus rapidement donc les patients, de les traiter plus précocement. Et si, encore une fois, je rejoins ce que dit mon ami Hamraoui, heureusement que l'État marocain a pris les justes mesures au bon moment et avec courage, hein, je partage parfaitement ce terme, avec beaucoup donc de courage, et ou sinon nous aurions certainement, je peux vous le dire, hein, en tant qu'épidémiologiste et infectiologue, je peux vous dire, nous aurions eu beaucoup plus de morts, beaucoup plus de décès. Donc, il faut relativiser donc ces chiffres et c'est pour ça encore plus que jamais, il faut dépister les cas de façon précoce et les traiter de façon précoce. Évidemment, si nous voyons l'évolution de l'épidémie, on peut dire, écoutez, Dieu merci par rapport à l'évolution, mais j'insiste encore une fois sur beaucoup de prudence et extrêmement de vigilance parce qu'aujourd'hui, on terminera probablement la journée avec 270 ou 280 nouveaux cas, ce qu'on n'a jamais observé depuis le début donc, de l'épidémie. Oui, le Maroc a pris les bonnes mesures. Oui, le Maroc, il faut s'en féliciter. Oui, nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Mais encore une fois, ça doit nous inciter non pas à rester dans une fierté classique, mais à rester fiers, mais extrêmement prudents et vigilants. Merci, docteur Heikel, d'avoir rappelé effectivement que la vigilance ne doit pas baisser. Le Maroc, on rappelle, a pris des mesures effectivement très vite, 2 semaines après le premier cas qui a été détecté le 2 mars. Donc, dès le 14 mars, des mesures ont été prises pour réguler les rassemblements, interdire les restaurants, les cafés, etc. Pour qu'on comprenne le lien entre confinement, qu'on a pu qualifier de confinement strict, et évolution de la pandémie, docteur Hamraoui, quel est l'impact, est-ce qu'on peut évaluer l'impact de ce confinement et de ce qu'il a pu éviter, l'impact qu'il a pu éviter en termes de croissance sur la courbe de la pandémie? Oui, bien sûr. Le confinement aujourd'hui n'a pas besoin encore d'affirmer encore une fois que le confinement aujourd'hui, c'est la meilleure aujourd'hui riposte envers cette épidémie. Aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle on apprend tous les jours. On apprend tous les jours de ces phénomènes. Même aujourd'hui, ce virus, on a beaucoup de choses à apprendre tous les jours.
Et le confinement aujourd'hui, à travers l'expérience mondiale, a montré aujourd'hui l'importance. Effectivement, ces mesures qui ont été prises très tôt ont permis de casser un petit peu toutes ces chaînes de transmission. Et le confinement tel qu'il a été réalisé au Maroc, il faut dire qu'il a été beaucoup plus strict que dans d'autres pays. Très tôt, on a bien sûr fermé notre espace aérien, les transports, bien sûr, les non-frontières, mais aussi, très tôt, on a aussi réduit de façon drastique les échanges entre les villes, le transport entre les villes, le transport des citoyens. Aussi, au sein des mêmes villes, on a aussi d'un quartier à un autre, aussi on a installé beaucoup de barrières limitant un petit peu le contact donc, entre… Et on a assisté même à des exploits, à des réussites. On a eu des clusters comme a dit donc, Dr Heikel, qui ont été très bien maîtrisés. Je pense à l'association de Meknès, l'association qui aujourd'hui, tout ça a été fait grâce quand même au travail conjoint d'un certain nombre donc, de services sanitaires, aussi sécuritaires. Et c'est très important. Donc, le confinement aujourd'hui montre encore une fois son intérêt. Mais il a aussi ses limites, il faut le reconnaître. Le confinement a ses limites sociales, d'abord dans le temps, parce que les limites sociales, dès qu'on avance de nouvelles qui apportent de l'espoir, de bonnes informations, on s'expose très vite à un relâchement, des engagements, donc de relâchement de l'engagement des citoyens. Et donc, le sens social l'emporte très vite dès qu'on relâche un petit peu. Il y a aussi les limites économiques très importantes donc, de ce confinement. Tout le monde sait que l'impact économique sur un certain nombre, donc c'est des couches sociales très importantes sur notre économie. Donc c'est pour ça que le confinement, oui, aujourd'hui, donne les meilleurs résultats partout dans le monde et chez nous encore plus, et qui nous a évité quelque chose de dramatique, comme c'est bien rappelé, mais en même temps, c'est une situation qui ne pourra pas, bien sûr, durer de façon indéfinie. Et donc, on est heureusement qu'il y a d'autres pays qui sont en avance sur nous donc, au niveau de l'épidémie. On a des choses à apprendre, malheureusement, de leur déconvenus, de la situation de ces pays. Et on doit réfléchir avec beaucoup d'intelligence sur comment un petit peu commencer à sortir donc, de ce confinement. Alors, on y reviendra tout à l'heure plus précisément sur les scénarios possibles et notamment les accompagnements sanitaires nécessaires pour un déconfinement. Mais d'abord, docteur Heikel, je voudrais revenir sur les patients parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur est-ce que ça touche simplement les personnes âgées. Aujourd'hui, au Maroc, est-ce qu'on a un aperçu du profil des patients qui sont touchés et qui sont malheureusement, pour certains, amenés à être dans des situations très graves? Oui, bon, d'abord, je peux vous parler de la situation marocaine, puis ensuite de la situation de notre unité, quand nous suivons à peu près 70 patients dans le cadre du partenariat avec le public à Casablanca. Au Casablanca, je vous rappelle que nous avons 620 patients qui sont dans la région de Casablanca. Donc, en ce qui concerne la stratégie thérapeutique, en ce qui concerne le profil, alors c'est une personne qui est relativement jeune. La moyenne d'âge de tous les patients marocains, c'est à peu près 47 ans, pour que vous ayez un ordre de grandeur. Et c'est surtout un homme, donc dans à peu près, donc presque 60%, un peu moins, d'hommes plutôt que de femmes. Et ce qui est, entre guillemets, important de noter, je pense que mon ami Ahmed Riyad en parlera tout à l'heure, c'est que sur le plan social, c'est un virus qui touche toutes les classes sociales. Hein. C'est vraiment, et ça, c'est très important donc de le noter. Il n'y a pas de… Tout le monde est concerné, les pauvres, les riches, ceux qui habitent en milieu rural, en milieu urbain, ceux qui sont dans les quartiers huppés, ceux qui sont dans les quartiers qui sont plus vulnérables. Et donc, nous avons tous les types donc, de patients. La seule chose qui aujourd'hui s'explique d'un point de vue, j'allais dire, biologique ou épidémiologique dans le sens médical donc, du terme, c'est la moyenne d'âge et le fait que ça soit de sexe masculin. Donc, ce ne sont pas essentiellement les personnes âgées. La seule chose que nous savons, évidemment, c'est que les personnes âgées et ayant des pathologies chroniques sont les plus à risque, mais pas spécialement les plus touchés. Par contre, ce sont ceux qui payent le plus lourd tribut. Malheureusement, quand on voit la létalité, elle concerne beaucoup plus les personnes qui ont un âge au-delà donc, de 65 ans ou qui ont un certain nombre de pathologies chroniques.
je rappelle que la dernière enquête qui a été publiée sur Stepwise sur les maladies chroniques au Maroc démontre que quand même, nous avons 10% de diabétiques, presque 30% d'hypertendus au Maroc et 20% d'obèses, qui sont des pathologies qui exposent plus à risque quand on a le Covid-19, risque bien sûr de mauvais pronostics que par rapport à d'autres patients. Mais sur le plan des autres caractéristiques, c'est-à-dire le délai de diagnostic, la gravité, etc., ça touche toutes les couches sociales, tout le monde est concerné, et en tout cas de l'expérience que nous vivons dans l'unité de soins que je gère, mais également partout au niveau des données épidémiologiques marocaines. Ahmed Rayat, on ne vous a pas entendu encore, mais du coup, comme le docteur Haikal parle de ces publics, enfin des personnes qui sont touchées, notamment les plus vulnérables, vous en faites l'expérience en tant qu'acteur de terrain. Qu'est-ce que vous avez pu constater depuis un mois et surtout l'aide qui a été mise en place pour les personnes les plus vulnérables sur le plan sanitaire? On évoquera le plan social tout à l'heure. Sur le plan sanitaire, les deux choses, les deux décisions principales et que l'on ressent sur le terrain, c'est d'abord le confinement, bien sûr, et deuxièmement, le masque, le port du masque. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des populations plus fragiles que d'autres, mais lorsque l'on sort, on voit que la majorité de nos compatriotes portent un masque. Et donc, à mon sens, ces deux mesures-là sont fondamentales et elles ont aidé à être dans la situation la moins pire possible pour aujourd'hui. Maintenant, le professeur le disait, le confinement, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans nos mœurs. Et puis, lorsque l'on est une famille de 10 personnes qui vit dans quelques mètres carrés, c'est un enfermement dans le confinement. Donc, c'est difficile. D'où la nécessité de communiquer, d'informer, de sensibiliser, de réprimer lorsqu'il le faut, mais surtout de communiquer. Une question, je reviens aux médecins, au volet médical, la question des dépistages au Maroc, parce que c'est un chiffre qui est souvent mis en avant pour qu'on essaie de comprendre la situation. Est-ce qu'on teste assez de gens au Maroc et est-ce que le niveau, à quel stade on dépiste et est-ce que le faible taux de tests effectués donne à voir vraiment la réalité du nombre de cas au Maroc aujourd'hui? Docteur Haikal? Ah, ok. C'est à moi, donc je pensais que c'était à mon ami Amraoui. Alors, et pour être honnête, encore une fois, je pense que mes amis, mes collègues médecins connaissent mon opinion à ce sujet. Le Maroc a tout bien fait. J'aimerais donner à mon pays 10 sur 10. Il y a une seule chose pour laquelle je dirais qu'on devrait faire mieux, encore une fois, je peux comprendre les enjeux politiques, nous devons dépister plus. C'est crucial pour moi, et je le dis en tant qu'épidémiologiste et infectiologue. On doit dépister beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 11 000 dépistages, 11 000 cas dépistés, 11 000 tests faits, parmi lesquels 2 251 positifs, quand on devrait en faire 10, 20, 30 fois plus. Pourquoi? Parce que plus on dépiste rapidement des cas, plus on va les faire sortir de la chaîne de transmission de l'épidémie. C'est le premier point. Et deuxièmement, on pourra renforcer encore plus le confinement et traiter le cas échéant lorsque ces personnes nécessitent le traitement pour encore les enlever du pool de transmetteurs potentiels. Aujourd'hui, le nombre de cas dépistés dans le contexte marocain est trop faible et donc il nous donne bien sûr une image. D'ailleurs, si vous savez combien de positifs on a sur les nombres de personnes dépistées, c'est 20%. Heureusement, on ne va pas appliquer ce pourcentage si on devait faire 1 million de dépistés parce que ça signifierait qu'on aurait 200 000 cas au Maroc. Si on faisait 100 000 dépistages, voudrait dire qu'on a 20 000 cas au Maroc. J'espère que ce n'est pas le cas parce que les pourcentages ne seront pas les mêmes en fonction du dénominateur, mais c'est crucial pour nous à cette phase aujourd'hui, alors que le Maroc a fait tout ce qu'il fallait, l'État marocain a fait tout ce qu'il fallait avec les bonnes mesures. Il manque cette chose qui, je le dis avec beaucoup d'humilité, cruciale et fondamentale à l'échelle de toutes les régions du pays. Il faut participer à l'effort donc de l'État et également encourager un dépistage. Je n'ai pas dit un dépistage de masse. Je n'ai pas dit qu'on doit faire le dépistage qu'a fait la Corée. On n'en a pas les moyens, on n'a pas la même situation épidémiologique, on n'a pas le même comportement social que la Corée. Mais néanmoins, nous pouvons, dans le contexte marocain, élargir au moins à des populations cibles ou en tout cas à des populations spécifiques pour avoir une meilleure idée. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'on a envie d'avoir des chiffres. C'est simplement
pour que les cas positifs qu'on ne sait pas et qui vont continuer à alimenter cette courbe épidémique, nous puissions les enlever donc du circuit, les traiter à bon escient, les aider, les soutenir et les laisser en confinement. Comme l'a dit Dr Amraoui, mon collègue, cette crise n'est pas sanitaire, elle est essentiellement aussi sociale et économique. Et si nous voulons le plus rapidement aider nos amis, mon si Ahmed Riyad, il est dans le domaine social, si nous voulons redonner du souffle social et du souffle économique, nous devons, nous, les professionnels de santé, le plus rapidement possible aider à stopper l'épidémie, parce que l'épidémie a des conséquences au-delà du monde médical. Et ça ne doit pas durer. Et pour que ça ne dure pas, nous devons intelligemment penser à toutes les mesures, et en particulier la première, à part tout ce qu'a très bien fait l'État marocain, élargir le dépistage. Alors, docteur Hamraoui, est-ce que vous avez évoqué récemment l'idée de faire des dépistages sur des échantillons pour pouvoir, comme le disait docteur Heikel, et identifier les personnes porteuses et les mettre hors circuit. Quelle stratégie de dépistage, vers quelle stratégie peut aller aujourd'hui le Maroc ou doit aller le Maroc? Et puis, est-ce que c'est l'outil indispensable avant d'envisager un déconfinement progressif? Est-ce qu'il peut y avoir un déconfinement sans politique de dépistage accrue aujourd'hui? Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit mon collègue Dr Heikel. C'est l'importance du dépistage. Ça, c'est tout le monde, c'est indiscutable. On aurait bien aimé avoir à dépister, pouvoir dépister un très grand. Pardonnez-moi, pour qu'on comprenne, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus? Est-ce que c'est une question de moyens? Tout simplement, moi, je crois, je ne l'affirme pas, mais je crois probablement, c'est en rapport avec les moyens dont on dispose. Vous savez, aujourd'hui, des moyens de dépistage et les réactifs, c'est une denrée rare un petit peu partout dans le monde. Tout le monde est à la recherche donc, de ces moyens. On a bien vu que des pays, des économies parmi les 10 plus grandes économies dans le monde n'arrivent pas à se pourvoir suffisamment donc, en moyens de dépistage. Aujourd'hui, que le dépistage bien sûr, on parle de dépistage PCR, aujourd'hui, qui est le dépistage le plus important, donc à dépister le virus. Aujourd'hui, avec ces réactifs, je comprends très bien qu'on n'a pas pu élargir, on aurait peut-être pu faire un effort encore plus important, mais la réalité est là. Et je pars du principe qu'on ne pourra pas disposer, même demain, parce que pour le déconfinement, un autre genre de test est en train d'être discuté un petit peu partout. Et qu'elle va peut-être pouvoir en rajouter quelque chose, c'est les tests sérologiques, où on cherche un petit peu les sujets qui ont été en contact avec la maladie, qui ont pu développer une certaine immunité, calculer combien. Même sur ces tests sérologiques, il n'y a pas d'unanimité aujourd'hui, ça se discute encore. Il faut pouvoir en avoir suffisamment, mais il faut pouvoir avoir de bons tests, parce qu'on a vu même des arnaques à l'échelle d'État. On a vu l'Espagne qui s'est fait avoir sur un stock très important de tests sérologiques. Il s'avérait que le tiers ne fonctionnait pas. Donc, il faut avoir le bon, qui fonctionne bien. Il faut avoir assez. Je suis sûr qu'on n'en aura pas assez pour tout le monde. Donc, on doit procéder par une certaine intelligence, en allant un petit peu cibler des échantillonnages au niveau des quartiers peut-être, au niveau de certaines des entreprises, de commencer par une certaine tranche. Tout ça, il y a plusieurs paramètres et il y a plusieurs, bien sûr, pistes à étudier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas demain disposer d'un nombre suffisant de tests comme a fait d'autres pays, comme fait aujourd'hui l'Allemagne. C'est impensable, c'est incroyable pour nous. Mais déjà, qu'avec ce nombre restreint je veux le noter aussi, avec ce nombre restreint donc de tests de PCR, même avec ce nombre restreint, on a pu encore, aujourd'hui, grâce au bon ciblage, on a pu encore contrôler, et la preuve en est là, parce que s'il y avait des clusters un petit peu, on l'aurait su, même sans dépistage. Un quartier ou une entreprise où éclate, ou si jamais ça éclate, donc la maladie, donc l'épidémie éclate, on le sait, les répercussions sanitaires sur les personnes et tout. Donc aujourd'hui, même avec ce nombre réduit, on arrive encore à maîtriser la situation et réfléchir et mieux s'armer pour
C'est pour ça que j'ai parlé des phases à venir, des étapes à venir. C'est pour ça que ce confinement nous permet de mieux nous préparer donc à une nouvelle donc, étape. Et pour le prochain, donc, pour sortir du déconfinement, on aura besoin des tests à plus grand usage, c'est sûr, mais on n'en aura pas comme enfants, par exemple, dans d'autres pays. Mais à nous, par nos moyens, avec nos moyens, arriver à cerner les choses et à rentabiliser au maximum les moyens dont on va en disposer. En tout cas, on va travailler avec ce qu'on a. Alors, autre outil ou arme pour faire face à cette pandémie, c'est les masques qui ont été rendus obligatoires le 7 avril au Maroc et pas au début de la pandémie. Alors là-dessus aussi, sur les masques, il y a eu beaucoup de contradictions ou de doutes sur est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile. Docteur Haikal, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette décision précise concernant les masques et pourquoi un outil qui semble aussi stratégique face à la pandémie fait encore polémique, par exemple, dans les pays du nord de la Méditerranée, certains pays du nord de la Méditerranée? Merci beaucoup pour votre question. Encore une fois, l'État marocain a pris la bonne décision et il a pris sa bonne décision quand? Il faut bien lier les décisions de l'État marocain par rapport à des phases de la dynamique épidémiologique dans le contexte marocain. On l'a pris lorsqu'on s'est aperçu qu'on a de plus en plus de foyers d'infection intra-ménage ou intra-foyer. Donc, des gens qui sortaient et qui ramenaient le virus. Donc, ça veut dire que pour les gens qui n'étaient pas dans le confinement pour des raisons légitimes, par exemple, aller au travail parce qu'il n'y a pas de télétravail, pour aller chez son médecin ou pour aller pour des besoins de base alimentaires. Mais le grand problème du port donc, du masque, ce n'est pas dans le principe. Le principe est clair, c'est important, c'est pour se protéger et surtout protéger les autres et sa famille au retour. Mais le problème, Hanan, c'est qu'on s'est aperçu que pour certaines personnes, le port de masque est devenu une sorte de permis de circulation. On s'est aperçu, en tout cas je peux parler pour la région de Casablanca, je ne peux absolument pas parler pour les autres régions, qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent maintenant que je peux porter le masque, eh bien maintenant je peux sortir. Non, qu'est-ce qu'a dit l'État? A dit par nécessité de sortie. Lorsqu'il y a nécessité de sortie, en plus, il faut porter le masque. C'est-à-dire, c'est une mesure barrière et c'est une juste mesure. L'État a très bien fait, mais sauf que les gens, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on vous a dit porter le masque que maintenant le confinement devient une mesure plus cool. Excusez-moi du terme. Non, le confinement doit être respecté de la façon la plus stricte dans l'intérêt de la santé globale ou de la santé communautaire et que le port du masque, c'est en cas de nécessité de sortie qu'il faut le porter. Donc, il n'y a pas de polémique sur la nécessité de porter le masque, il y a simplement une polémique sur la compréhension des gens, et je rejoins mon ami Ahmed Riyad en disant sensibilisons encore plus, communiquons encore plus, expliquons encore plus que c'est une nécessité de protection individuelle et collective parce qu'aujourd'hui et encore hier, j'ai reçu une famille complète qu'on a hospitalisée, tout le monde infecté dans le même foyer. Il n'y avait qu'une seule personne qui sortait pour aller au travail et qui revenait et qui a infecté donc toute la famille. Donc c'est une mesure essentielle, mais il faut la comprendre dans son sens et qu'il faut que chacun d'entre nous aussi, pour aider l'État, ait la conscience et surtout la responsabilité collective et non pas la responsabilité individuelle. Donc, c'est une mesure qui s'ajoute au confinement et qui ne le remplace pas pour rappeler à nos éditeurs de rester donc très vigilants. Alors, je vous propose, avant de continuer la discussion, de faire une toute petite pause pour découvrir des dessins que la Fondation Attijari Wafa Bank a demandé à des jeunes qui participent à son programme éducatif, l'Académie des Arts. Elle leur a posé un challenge qui est celui d'exprimer à travers des dessins leur vision du coronavirus, comment ils appréhendent les mesures sanitaires et comment ils vivent cette période. Je vous propose de découvrir ces quelques dessins. Ils sont signés dans l'ordre Mohamed Ouzali, Fatem Zahra Filali et Esma Shawqi. À tout de suite. Rayat, on parlait
Heikel de toutes ces mesures qui sont venues compléter le confinement, comme le port de masque, et il soulignait l'importance de la sensibilisation. Vous qui êtes un acteur de terrain, comment vous avez accompagné dans les terrains, les réseaux qui sont les vôtres, cette prévention auprès notamment des personnes les plus vulnérables et des plus jeunes aussi? Oui, effectivement, pour moi, tout passe par la communication, par la sensibilisation et l'explication. Il faut être pédagogue. Bien sûr, moi je comprends très bien qu'il faille le volet répressif, réprimer. Mais avant tout, c'est expliquer pourquoi le confinement, expliquer pourquoi le port du masque, et puis au-delà du port du masque, expliquer aussi les conditions de ce masque. Comment le mettre, comment l'enlever, le nombre d'heures au cours desquelles il est valable. C'est tout un travail de pédagogie, d'instruction, de sensibilisation. Alors aujourd'hui, notre vie, elle est passée du réel au virtuel. Donc, il y a deux choses à concilier. Les réseaux sociaux, où il faut communiquer, mettre à disposition toutes les bonnes volontés, faire appel aux sportifs, aux grands footballeurs, à tous ceux qui ont une aura dans les quartiers, aux artistes, mais puis aussi aux jeunes eux-mêmes qui savent comment s'exprimer et parler à un autre jeune. Donc il y a Instagram, il y a Facebook, il y a tous ces moyens de toucher la jeunesse, mais ça n'empêche pas que tout en respectant les consignes, bien sûr, de confinement, de distanciation, de port de masque, il faut être aussi sur le terrain, il faut expliquer. Vous savez, quand on est dans un quartier populaire, il y a les parents, les petits frères et sœurs, les grands-parents, on a 20 ans, plus d'intimité. Quand on est jeune dans un quartier populaire, la famille, c'est aussi la rue, c'est aussi tous les copains. Donc tout ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nos mœurs. On n'a pas l'habitude de vivre comme ça. Donc je pense qu'il faudrait dans les quartiers prendre les leaders, les positifs, les sportifs, ceux qui ont une aura, un charisme, et qui servent un petit peu de, comment dire, j'aime pas le mot brigade parce que c'est un côté péjoratif, mais qui jouent un rôle de casquette blanche, d'expliquer à la population pourquoi et comment le confinement, le port du masque, en se disant qu'il y a confinement et confinement. On peut vivre dans un quartier aéré, dans un appartement de 100 mètres carrés. Ce n'est pas du tout comme vivre le confinement dans un quartier populaire, dans une pièce. Donc, bien sûr, imposer les règles, mais surtout communiquer. Faire appel à l'intelligence de la population. Parce qu'on a montré que la population était brillante, intelligente, réactive. Et puis, pour une société qui, jusqu'à il y a peu, regardait sa jeunesse avec beaucoup de suspicion, voire parfois du mépris, on découvre que notre jeunesse est belle, et intelligente, et réactive. Alors, avant on va évoquer tout à l'heure le volet social, parce que ce virus, nos amis médecins nous l'ont dit tout à l'heure, n'épargne personne, mais tout le monde à égalité. Et d'une certaine façon, il est aussi révélateur des inégalités. Vous venez d'évoquer notamment les territoires, selon l'endroit où on est confiné, les choses sont plus ou moins difficiles à vivre. On reviendra tout à l'heure sur le volet social. Mais avant, je voudrais revenir encore à un autre point médical qui fait partie des mesures prises par le Maroc et qui est encore aujourd'hui un sujet de polémique, notamment en France, c'est celui de la chloroquine, qui, dès le départ, le Maroc, le 22 mars, 2 jours après la décision du confinement total, a réquisitionné les stocks de Nivaquine et de Plaquenil. Je voudrais juste que vous nous expliquiez, Dr Heikel et Dr Hamraoui, les usages de la chloroquine et pourquoi le Maroc, d'abord quel est le choix du traitement qu'a fait le Maroc et pourquoi a-t-il fait ce choix alors qu'ailleurs le sujet fait encore polémique parce que les études finales n'ont pas encore démontré son efficacité. Dr Hamraoui? Mon collègue l'infectiologue va en parler surtout. Donc, je pourrais réagir par la suite. Mais... Merci beaucoup, Dr Hamraoui. Oui, et on peut en parler parce qu'on prend en charge effectivement donc, les patients, on les traite. Là, en ce moment où vous êtes en direct, j'ai
On a plus de 70 patients que nous suivons. Le Maroc a fait le choix judicieux, encore une fois, réellement, avec beaucoup de perspicacité et surtout de planification stratégique, d'avoir réservé les stocks nécessaires. D'abord, je rappelle encore une fois, dans la littérature scientifique, c'est pas Raoult le premier qui a mis en place ce protocole. Raoult, il a eu l'intelligence de le compléter, de le renforcer, de le bonifier. Ce sont les Chinois qui d'abord ont publié sur le plan scientifique, dans le Lancet, dans New England Journal of Medicine, ils ont publié les résultats de leurs travaux sur la chloroquine et ensuite sur l'hydroxychloroquine. Ensuite, Raoult l'a renforcé, l'a amélioré en rajoutant de l'azithromycine et d'autres produits et qui donnent des résultats extrêmement prometteurs. D'ailleurs, nous aussi, ça sera publié dans les prochains jours, on a des résultats extrêmement prometteurs. Dernier point, c'est important de le savoir, Hanan, ce n'est absolument pas la France ou d'autres pays, c'est plus d'une cinquantaine de pays qui utilisent ce protocole. Aujourd'hui, c'est les Suédois, c'est les Canadiens, c'est même les Américains qui ont pris beaucoup de retard. Nous, on a eu beaucoup plus d'avance que les Américains en matière de ce protocole thérapeutique qui a été complété par aussi des collègues marocains, réanimateurs et autres spécialistes. Ce protocole, évidemment, doit se faire sous supervision médicale. Il y a des orientations du ministère donc, de la Santé avec un protocole et que nous suivons. Et en fonction également de l'évaluation clinique, on rajoute d'autres médicaments le cas échéant lorsque c'est nécessaire. Mais le principe de base, c'est d'abord en première intention hydroxychloroquine plus azithromycine, hydroxychloroquine étant le plaquenil et l'azithromycine, toujours avec le bilan biologique et le bilan cardiaque avant que nous faisons, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des bonbons, des Smarties, Hanan. C'est un médicament, il y a des effets secondaires, il n'est pas question de le donner à une personne qui a de la grippe ou des syndromes pseudo-grippaux. C'est pour le Covid-19 ou un diagnostic fortement probable de Covid-19 sur des arguments cliniques ou tomodensitométriques qu'on démarre ce traitement. Et aujourd'hui, sachez qu'il y a quand même des résultats extrêmement encourageants dans le contexte marocain, mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et le recul scientifique pour dire on ne peut pas aujourd'hui se prononcer de façon définitive sur succès ou échec. Ce qu'on peut dire, on a des cas guéris, c'est clair, on a des cas en bonne évolution, mais on a eu pas mal d'effets secondaires également qu'il faut aujourd'hui maîtriser. Et le Maroc, vraiment, est à l'avant-garde par rapport à d'autres pays sur l'utilisation de ce protocole thérapeutique. Donc, si vous ne parlez que de mes propres résultats dans cette unité de soins avec les collègues, on a, pour que vous ayez un ordre de grandeur, on a, entre guillemets, sur les 70 cas qu'on a pris en charge, on a 5 échecs, mais on a quand même 65, soit guérissants, soit en cours donc de guérison, ce qui sont de très bons résultats. Mais je ne peux pas me prononcer sur tout le Maroc, je ne peux pas me prononcer sur les autres pays, je peux me prononcer sur la modeste expérience marocaine. Et encore une fois, honnêtement, je le dis sans patriotisme excessif, avec un vrai patriotisme, vraiment je suis fier de mon pays et fier que le Maroc ait pris cette bonne décision, même sur le plan thérapeutique. Docteur Hamraoui. Non, juste pour compléter mon collègue, il faut quand même insister sur le fait qu'on assiste à des événements que la science elle-même peine à expliquer et que tous les jours, on a des choses à apprendre et tous les jours, on est à l'affût d'informations et d'expériences qui nous viennent de partout dans le monde. Mais parmi les premières leçons, on va y revenir, c'est que devant ce genre de situation, on ne peut compter que sur soi-même. On ne peut compter que sur nos propres scientifiques, nos propres médecins. Et tous les jours, la définition, cette évolution fait que tous les jours, un certain nombre de définitions changent tous les jours. Le ministère de la Santé, tous les jours, il change de définition de cas probables, de cas confirmés. La définition de guérison, la définition que nous, on utilise aujourd'hui pour la guérison, ce n'est pas celle qu'utilise à Marseille Dr Raoult. Donc, tous les jours, on est en train d'évoluer et heureusement, que le Maroc a cette industrie pharmaceutique au Maroc et qu'on a pu disposer de ce produit. Et c'est tant mieux aujourd'hui s'il donne des résultats, mais on attend encore pour confirmer cela, on l'espère bien. Mais en tout cas, le Maroc a pris la sage décision. En tant que médecin, quand on est devant un malade, on essaie de lui offrir le meilleur de ce qu'on a. On ne tergiverse pas le traitement. Quand on a quelque chose à apporter au malade pour le soulager, on le fait. Et aujourd'hui, on a à disposition ces produits-là. On ne peut qu'espérer que ça donne les meilleurs résultats.
Merci, messieurs, pour toutes ces précisions médicales. Une dernière question, et je vais vous donner chacun la parole sur ce sujet, c'est celui de l'impact social aussi, de tout ce que nous a enseigné cette crise d'ores et déjà sur la solidarité nationale. Ahmed Rayat, on a vu essaimer partout à travers le Maroc des initiatives individuelles ou portées par des institutions privées ou publiques pour venir en aide aux plus démunis. Vous êtes en première ligne pour être témoin de cet élan de solidarité. Que pouvez-vous nous en dire et surtout quelles leçons en tirer? Un élan fabuleux à travers toute la société. Il y a eu le souverain qui a donné le signal et la population a suivi, vraiment. On s'est rendu compte que tout ce que l'on attendait depuis des semaines, depuis des mois, vous savez, ce nouveau modèle de développement, eh bien, on était en train de le construire ici, de nos mains, sous nos yeux. On est en train de recréer du lien social, on est en train de recréer de la solidarité, on est en train de redécouvrir des petits métiers, des petites gens qu'on ne regardait même pas auparavant. Ça peut être un éboueur, une caissière, un cantonnier. On est en train de redécouvrir qu'on a un État fort. Nos walis, nos gouverneurs, nos caïds, nos admins, ils sont sur le terrain. On est en train de regarder avec un autre œil nos forces de l'ordre et puis nos soignants qu'on a tellement décriés et qui aujourd'hui nous sauvent la vie. Donc, ce nouveau modèle de développement, on est en train de le faire. Bien sûr, il y a toujours des dérapages, les éternels égoïstes qui raflent les masques pour en faire des provisions, qui raflent les provisions, les denrées alimentaires, mais tout ça, c'est derrière nous. Plus jamais, il faudra oublier ce qu'on est en train de vivre. On est en train de voir que nous sommes une grande nation. Nous sommes une grande nation capable du meilleur dans l'adversité, et l'histoire nous l'a montré. Nous sommes un peuple de guerriers, pas dans le sens va-t-en-guerre, mais de guerriers, de résistants. Et là, j'en ai la preuve. Et encore une fois, c'est mon dada, c'est mon cheval, et je me bats depuis toujours pour ça. On découvre que notre jeunesse est importante, qu'elle a un rôle à jouer. On l'a souvent minorée, exclue. Or, aujourd'hui, elle est aux avant-postes. Je vous assure qu'à Oujda, Essaouira, Casa, Rabat, c'est eux qui sont dans les quartiers. Les distributions de paniers alimentaires, les bons d'achat, les masques à donner aux SDF, à ceux qui ne s'en achèteront pas de toute façon. La jeunesse est là. Les ONG, le mouvement associatif de terrain. Donc, si on a une leçon à en tirer, c'est la justice sociale. C'est plus de disparité territoriale comme on en a vécu. Reprendre confiance en nous. Rappelez-vous, on ne s'aimait pas. On ne s'aimait pas soi-même. Eh bien, nous sommes en train de réapprendre à nous aimer et de se dire qu'on est capable du meilleur. Docteur Heikel, cet élan de solidarité, la médecine l'a connu également, outre la mobilisation de la médecine militaire demandée très tôt par Sa Majesté le Roi. Il y a eu aussi les médecins privés qui se sont joints à l'effort de guerre, des lits qui ont été mis à disposition. Quelles leçons aussi on peut tirer là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui paraissaient improbables avant, qui sont en train de montrer que non seulement on peut les faire, mais en plus on peut les faire très vite et très bien? Est-ce que là aussi, il n'y a pas des leçons à tirer? Parfaitement. D'abord, je partage totalement ce qu'a dit mon ami Ahmed Riyad, parfaitement. Je pense que la solidarité a concerné tous les secteurs. En ce qui concerne les professionnels de santé, je peux vous dire que les infirmières, les aides-soignantes, les brancardiers, les ambulanciers, les médecins du secteur public et privé, on les a décriés souvent, des fois à tort, hein, je peux le dire et en témoigner, se sont tous mobilisés parce qu'eux aussi, ils ont des familles, eux aussi, ils ont peur. Hein. Ne croyez pas que nous, médecins, c'est Amraoui le sait. Nous aussi, vous savez, quand on rentre tous les jours, moi, je rentre tous les jours chez des patients pour les soigner ici dans cette unité. J'ai peur aussi, Hanan. J'ai pas honte de le dire. J'ai aussi peur parce que je rentre chez moi le soir à la maison. J'ai peur d'infecter mon épouse ou ma petite famille. On a peur et pourtant, on est là, comme c'est Ahmed Riyad avec les jeunes dans les quartiers à distribuer. Donc, c'est aussi pour moi une très très belle occasion, ayant passé une partie de ma vie dans le public, c'est de voir, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu ça de toute ma carrière, vraiment aucune différence entre le public et le privé. Je suis une unité privée, je me suis considéré comme un hôpital local préfectoral. Et j'agis en concertation avec le ministère de la Santé, avec les médecins de santé publique, les médecins du privé. Je ne peux pas parler pour tout le Maroc, mais de l'expérience que nous avons ici, je suis sûr que l'Amraoui aussi a dû vivre la même expérience dans la région où il est. Je crois que plus rien ne sera comme avant. Je pense également que là aussi, même dans le domaine du système de santé, il va falloir
en matière d'équité, on parle d'équité dans différents, mais en matière d'équité sanitaire, il va falloir qu'on revoie notre copie pour, encore une fois, plus de solidarité, plus d'implication du secteur privé, plus de collaboration avec nos amis du secteur public pour qu'il y ait une seule santé pour tous et pour que l'accès aux services de santé soit encore plus équitable, encore plus démocratisé, bien entendu, tout en respectant tout un chacun dans son secteur et faisant en sorte que le citoyen marocain voit que les professionnels de santé sont à leur côté et comme les citoyens sont à notre côté lorsqu'on nous aussi on en a besoin. En tout cas pour moi, après 30 ans d'expérience dans le secteur de la santé, je viens d'apprendre de cette épidémie beaucoup de choses et en tout cas le fait d'avoir vécu ça une fois dans ma vie, je ne sais pas, j'espère ne plus jamais le revivre, une fois dans ma vie en tant que professionnel de santé, c'est quelque chose qui pour moi me touche beaucoup émotionnellement et que, en tout cas, que je voudrais transmettre à tellement d'autres professionnels parce que nous aussi, il y a des jours où on craque, il y a des jours où ce n'est pas facile pour nous. On en profite pour vous rendre hommage au nom de toutes les personnes qui nous écoutent. On sait combien il doit en coûter au personnel soignant, tout métier confondu, pour tenir le coup face à cet événement. Donc, on en profite pour vous saluer en leur nom. Docteur Hamraoui, je vous donne la parole pour terminer sur ce formidable élan positif que vient d'évoquer Docteur Heikel. Est-ce que, et Ahmed Riyad l'a souligné, cette nouvelle commission de développement qui planche sur les grands secteurs qui demandent du changement peut s'inspirer de ce qui est en train de se passer dans le domaine médical et dans le domaine sanitaire? Effectivement, cette pandémie nous apprend beaucoup de choses. Elle n'a pas encore révélé toutes ses leçons, on n'est pas en fin de cursus, mais déjà on peut retenir un certain nombre de leçons très importantes. D'abord, sur le plan de notre système de santé, il faut dire que même devant un phénomène sans précédent, même qu'il faut reconnaître qu'il y a eu plusieurs alertes épidémiologiques avant, mais en toute honnêteté, personne ne s'attendait à quelque chose de telle envergure. Et on a vu des systèmes de santé, même qu'on croyait résilients, un petit peu partout dans les pays du nord de la Méditerranée. Et on a vu des scènes de chaos en Italie, en France, à New York, partout. Et donc tout cela, bien sûr, nous interpelle à plus d'un titre. Et pour nous aussi, beaucoup de nos fondamentaux dans le système de santé sont à revoir et à réviser. Et peut-être là, une excellente opportunité pour revoir un petit peu tout notre système. Et je souligne un petit peu l'insistance avec laquelle Sa Majesté a réclamé en 2018 une refonte globale du système de santé et un rehaussement donc, de la performance des services publics. Il faut reconnaître que le constat a été fait même avant que notre système de santé était à bout de souffle, que l'intervention de l'État dans un certain nombre de secteurs sociaux, notamment la santé, est incontournable. On a bien vu que partout dans le monde, la riposte sanitaire a pu être construite autour du secteur public et que la libéralisation progressive que certains appelaient un certain désengagement de l'État d'un service budgétivore et qui n'a pas d'impact direct. Aujourd'hui, il y a à revoir les choix stratégiques de tout miser sur l'économie de marché est aussi à revoir. Mais je ne parle pas d'un service public lourd, de bureaucratie. Je parle aussi là, Sa Majesté déjà en rappelant rehausser donc le niveau du secteur public au triple sursaut, simplification, efficacité et rendement. Et donc, pour là, il faut absolument imaginer un secteur qui puisse impliquer. Aujourd'hui, on a vu l'élan de solidarité apporté par le secteur libéral. Mais est-ce que notre système de santé est capable d'agir de façon équilibrée entre secteur public et secteur privé? Je parle des questions de santé publique. L'apport des services de santé militaire a été extraordinaire. Ils n'ont pas apporté que leur expertise de nos collègues médecins militaires ou de leurs moyens, mais ils ont aussi apporté leur haut sens des valeurs, leur engagement indéfectible. Une autre leçon aussi là, humaine, c'est que l'a dit tout à l'heure Nami, Dr. Heikel en a parlé, c'est
le Covid-19 n'est pas la tuberculose, ce n'est pas l'apanage des pauvres. Et il touche aussi bien le riche et le pauvre. Et on ne peut pas nous faire mieux soigner grâce à nos moyens ou notre statut. On ne peut pas aller se faire soigner à l'extérieur. Il faut le reconnaître. Hein. Une certaine élite nationale marocaine a redécouvert un petit peu le service public. C'est très important. Et de là, ça nous interpelle à plus d'un titre. Et je voudrais aussi insister sur l'importance de la formation, de revoir notre formation médicale. Aujourd'hui, nos jeunes s'orientent vers des spécialités qui répondent un petit peu au marché. Et aujourd'hui, on forme très peu de médecins, mais on ne forme pratiquement pas de spécialités dont on a besoin aujourd'hui. Mon ami, qu'elle peut dire combien il y a d'infectiologues aujourd'hui confirmés au Maroc, combien d'épidémiologistes. Je pense aux physiologues, je pense aux médecins légistes, on en a 13. Moi, je suis chirurgien, j'adore opérer, faire mon métier, mais de par mes responsabilités, j'ai appris une chose, c'est l'importance et la vitalité des spécialités à connotation santé publique, à connotation publique. C'est très important, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut pratiquer aisément dans le privé. Mais aujourd'hui, c'est une remise en question, est très important qu'il faudra aussi encourager, l'État doit encourager les jeunes à s'orienter vers des spécialités de recherche scientifique, recherche de santé publique, parce que c'est vital et c'est une leçon très, très importante et il faudra absolument y insister lors donc de l'élaboration de nouveaux modèles de développement. Merci beaucoup pour tous ces points que vous venez d'évoquer. Comme on dit souvent, la crise est aussi souvent une opportunité pour se réinventer. Espérons que tout ce que vous venez d'évoquer sera pérennisé et permettra de construire peut-être de nouveaux modèles pour la société marocaine. Merci, Dr Hamraoui, Dr Haikal Ahmed Rayat, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Au nom d'Atijari Wafa Bank, je vous remercie. Et puis, à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.